Bonjour, Enki Développement, l'Eurex, l'actualité de l'innovation et de la transformation durable. Une édition spéciale CES 2023 dédiée aux grands défis de l'humanité et du monde de demain, avec notamment un engagement des organisateurs du CES dans le programme Human Security for All. Rejoignons à présent nos correspondants sur place pour découvrir les dernières innovations. Lionel Tardy et Mathieu Deboeuf-Rouchon, vous nous présentez les dernières technologies durables qui vont nous permettre de relever les défis environnementaux auxquels nous serons confrontés demain. Lionel, Mathieu, avez-vous rencontré des solutions sur le CES qui permettent d'atteindre le net zéro? Alors le net zéro, grande question. Alors il n'y a pas de projet encore une fois qui aborde vraiment ça, alors si ce n'est un. Mais je sais que Lionel a beaucoup plus d'informations et je sais par défaut que c'est un projet qui lui plaît beaucoup. Donc je vais lui laisser la parole, mais c'est dans les dirigeables. Alors c'est une société française qui existe depuis 2012 et donc on voit que les mentalités évoluent puisque depuis 10 ans son projet n'est pas encore porté au niveau du prototypage et encore moins de l'industrialisation, mais les événements changent, le monde tourne, l'année 2022 a été tout à fait particulière, on ne reviendra pas dessus. Eh bien cette société, elle s'appelle Flying Wells et elle imagine en fait de réutiliser le concept du dirigeable en le spécialisant dans la logistique extrême. Alors qu'est-ce que l'on peut appeler la logistique extrême ? Ça peut être d'aller installer des éoliennes avec des pales qui font une centaine de mètres de long, dans des endroits qui sont particulièrement exposés au vent, mais probablement largement inaccessibles. Et donc, comment arriver à déplacer des composants, des éléments constitutifs d'une éolienne, et je prends que cet exemple-là, bien sûr, à des endroits qui sont particulièrement extrêmes. Eh bien, l'idée donc, de Flying Wells, qui a, et là, c'est la nouveauté de 2022, levé plus d'une centaine de millions d'euros cet été, va se mettre en production le premier modèle de ce dirigeable. Et donc ce dirigeable va pouvoir avoir, parce que c'est sa constitution telle qu'il a été imaginé et architecturé par la société actuellement, va pouvoir déplacer jusqu'à 60 tonnes. Donc c'est déjà relativement conséquent. Il est très facile de faire du vol stationnaire avec un dirigeable. Alors, quelques cas d'usage: installation d'une éolienne, installation de pylônes de lignes à haute tension, par exemple, dans des endroits montagneux ou très escarpés, aller récupérer des essences d'arbres en plein milieu d'exploitation forestière, où il n'y a pas forcément à chaque endroit un chemin forestier digne de ce nom et assez carrossable pour pouvoir déplacer ce type de matières premières. Ça peut être aussi pour aller dans un pays ou dans un lieu suite à un tsunami où il n'y a plus tout à fait d'infrastructures de communication et de circulation, pour aller leur déposer, je ne sais pas moi, des conteneurs apportant de la nourriture ou apportant les biens nécessaires à la reconstruction d'une zone qui a subi soit un tremblement de terre, soit un tsunami par exemple. On voit bien qu'on a beaucoup de cas, notamment avec l'augmentation des installations de production d'énergie, on va dire ENR, des énergies renouvelables, qui sont forcément diffuses, qui sont forcément donc difficiles à capter et qui obligent les opérateurs d'exploitation de ce matériel à aller chercher toujours plus loin la capacité de pouvoir récupérer ce type d'énergie. On voit bien que récupérer l'énergie du vent, c'est très très bien, sauf que le vent, c'est diffus, et pour pouvoir produire de la puissance, eh bien, on le voit nous au quotidien, les éoliennes qui poussent dans nos campagnes sont de plus en plus grandes et sont de plus en plus mises et déposées dans des endroits qui sont, on va dire, un peu en dehors de la civilisation, c'est-à-dire un peu en dehors de toute route et autres moyens de déplacement qui permettraient d'aller emmener sur place, sur site, les différents objets. Donc c'est Flying Wells qui va probablement, c'est en tout cas leur annonce, dès 2023, mettre en construction et probablement très vite le dupliquer, ce dirigeable qui n'est évidemment non pas gonflé avec de l'hydrogène,
comme le Hindenburg l'a bien prouvé, c'est pas une solution extrêmement safe, mais il est structuré avec de l'hélium qui, lui, évidemment, est parfaitement inerte, donc ne présente aucun danger. 60 tonnes, motorisation électrique, ça se pilote comme un drone et ça va aller exploiter, on va dire, des opérations d'envergure dans des endroits relativement inaccessibles. Là, on est vraiment sur du proche du net zéro. Encore une fois, le net zéro, ça n'existe pas, hein, parce que pour construire ce dirigeable, il faudra bien de l'énergie, de la matière première, etc. Mais en tout cas, c'est une initiative qui tend à essayer d'atteindre au mieux une neutralité carbone de fait, et pas une neutralité carbone parce qu'on a planté 3 arbres pour contrebalancer toutes les saloperies que l'on a mises dans la nature à côté. Quelles sont les solutions véritablement durables et à impact qui sont proposées par les professionnels de la mobilité ? Alors, question intéressante dans la mesure où le CES reste un salon autour duquel la mobilité est centrale, pour ne pas dire prédominante, plus encore cette année, puisqu'on va parler de mobilité ferro, navale, de truck, on va parler de micro-mobilité, de mobilité collective, je dirais que de mobilité individuelle. Donc quand on dit Cars Electronic Show, en lieu et place du Consumer Electronic Show, cette année, c'est encore une fois, en tout cas vrai, au regard, qui plus est, des annonces qu'il y a eu autour de ces sujets. Et on voit bien que dans la mobilité au sens large, et plus encore la mobilité durable, naturellement, les professionnels de la mobilité travaillent à différents stades de réflexion pour essayer d'optimiser toute ou une partie de ce parcours de mobilité, à savoir la consommation, à savoir la pénétration dans l'air, à savoir l'ensemble des éléments qui vont permettre de se déplacer. Dans cette grande thématique, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des les annonces qui ont été faites sur les communiqués de presse, et différentes press releases qui ont eu lieu en mardi ou mercredi, mais si on prend ne serait-ce que Squat Solar Citycar, qui est un projet néerlandais, on est sur une micro-mobilité qui est plutôt effectivement une voiture conçue pour du partage et sur un coût d'accession qui est relativement faible, qui serait aux alentours de 7 000 € hors taxe. Et cette solution, qui est plutôt une solution de mobilité urbaine, a pour vocation de limiter les émissions à effet de serre et puis surtout les congestions de trafic. Et donc en fait, Squad, c'est un peu un système de mobilité qui combine à la fois le groupe motopropulseur électrique avec des batteries swappables qu'on va pouvoir enlever et remettre en fonction, et donc de pouvoir rééquiper instantanément sa voiture de batterie. Donc là, c'est un exemple. Alors, le panneau solaire qui vient recharger et contribuer à l'autonomie de la voiture permettrait plutôt, parce qu'on n'a pas pu le tester, d'aller jusqu'à une autonomie de 20 km par jour en Europe, sur une utilisation moyenne. On pourrait estimer que ce serait environ de 12 km réels par jour. Donc, en fait, sur les micro-trajets, notamment en ville, c'est une des initiatives intéressantes. Il y en a eu d'autres, Aerodite. Il y a eu une solution assez similaire chez Ital Design, nos amis italiens, avec Klimby. On n'a pas manqué Uzux encore, donc on a présenté sur une de nos conférences. On voit bien que ce sujet de la mobilité verte durable, en partage, etc., est un sujet assez classique au CES. Reste à penser ou à imaginer le levier pour que ce soit scalable dans la mesure où en fait ces mobilités sont avant tout des mobilités urbaines. Alors moi, je vais sortir à l'opposé de ces mobilités urbaines qui sont des micro-mobilités, très peu de kilomètres par jour, très peu de distance et généralement pas besoin d'avoir un emport de quantité importante et volumineuse d'objets. Ce ne sont pas des camions ou des camionnettes. Eh bien, à l'autre bout du spectre, je voudrais te présenter une co-entreprise qui a pour racine la société Michelin et la société Forestia. Cette société s'appelle Symbio, Symbio,
et elle annonce en fait un stack pack qui est une sorte de ligne de différents modèles de piles à combustible pour exploiter de l'hydrogène. Alors, en quoi on peut parler d'une mobilité verte ou d'une mobilité durable? Eh bien, on sait très bien que pour construire un engin de mobilité, il faut de la matière première, il faut de l'énergie. Et si cet engin, que ce soit un bus, que ce soit un camion, et pourquoi j'emploie ces termes avec des dispositifs relativement massifs, c'est que ces dispositifs massifs sont utilisés non pas comme la voiture du particulier, ils sont utilisés au quotidien et parcourent des centaines de milliers de kilomètres. Et donc l'idée, pour être dans cette mobilité durable, c'est de rétrofiter, c'est-à-dire de les faire évoluer avec une nouvelle technologie qui va permettre, de conserver les matières premières, puisqu'on ne détruit pas, à proprement parler, le camion ou le bus, et de les convertir à l'hydrogène, c'est-à-dire dans une mobilité qui est encore plus durable. Donc on est durable à double titre, à la fois parce que l'on n'a pas besoin ni de recycler ni de détruire les matières premières qui ont servi à construire le premier véhicule, et on va le faire évoluer vers une mobilité qui va lui permettre d'être plus respectueuse de l'environnement. Et dans ce cadre-là, Symbio a fourni des piles à combustible à un groupe qui s'appelle GCK, GCK qui veut dire Green Corp Connection, qui est en fait une société industrielle qui propose des solutions technologiques pour accélérer la décarbonation des transports grâce notamment donc à l'hydrogène. Donc ils sont en train de proposer ce type de solution pour rétrofiter des véhicules lourds, ces mêmes véhicules dont généralement les durées de vie peuvent être largement allongées par l'entretien, parce que ça reste des véhicules professionnels qui doivent être toujours opérationnels. Comment les innovations présentes sur le CES témoignent d'une prise en compte systémique et régénérative dans leur proposition de valeur ? Allez, écoute, je me lance. Merci Christophe pour cette question. Alors c'est vrai que les innovations qui sont présentes sur le CES, globalement depuis des années, témoignent du sujet, de la prise en compte des problématiques, qu'elles soient énergétiques, etc., mais surtout durables, quand tu le soulignes, et dans lesquelles ce qu'on peut appeler la Smart Society concourt. Alors ça ressort beaucoup dans le dispositif, le partenariat qui a été lancé cette année entre la CTA et Human Security for All, qui réunit les grandes ambitions que vont auxquelles seront confrontées l'humanité, et pour lesquelles la tech, au sens large, peut avoir une réponse. Donc ça, c'est un axe, mais c'est un axe rédactionnel, je dirais, parce qu'effectivement, les solutions, il y en a assez peu autour de la Smart Society, puisque c'est un ensemble de plein de choses autour de la responsabilité. On pourrait citer LG par exemple avec ThinQ, qui est une intelligence qui va optimiser l'ensemble des problématiques de traitement d'eau, etc. dans l'électroménager. Donc c'est une petite partie de ce que l'on pourrait appeler une société plus connectée, plus respectueuse, plus durable. Et bien entendu, on va en retrouver autour de la mobilité, etc. Donc oui, c'est un sujet. Non, il n'y a pas à proprement parler de solution globale sur cette thématique, même si par les différents projets, c'est quelque chose qui ressort en tant que tel. Tu as souligné d'ailleurs le sujet autour du métaverse dans la Smart Society. Là, par contre, il y a un projet d'envergure qui est intéressant. C'est un projet qui se développe depuis quelques années et qui devrait voir le jour dans les semaines à venir, puisque son plan de déploiement commence dès 2022 et s'étend jusqu'à 2026. C'est la communauté de la ville de Séoul qui a établi un premier plan global pour gérer les relations entre les administrés et l'administration de la ville. Et ça, dans un espace virtuel du métavers. L'idée, évidemment, c'est d'apporter à chaque réponse du concitoyen, à chaque question du concitoyen, une réponse rapide,
même si l'environnement administratif peut être changeant, puisque finalement, les infrastructures, quand on va dans un guichet, quand on va dans un lieu, etc., finalement, elles sont virtualisées et elles peuvent s'adapter extrêmement vite. Il n'y a pas de frein à l'adaptabilité. Et ce qui est mis en avant sera évidemment un message qui sera un message de proximité, un message de fluidité, un message de sans couture. C'est probablement aussi une réponse, parce qu'on sait que dans les pays asiatiques, ils sont très sensibles à tout ce qui est contamination, et bien c'est aussi une réponse à ce que pourrait être la relation de l'administré avec l'environnement de ses représentants dans une société post-pandémique. Voilà comment on pourrait voir par rapport à ce qui est présenté sur le CES, mais là pour le coup beaucoup plus largement, la place que pourrait occuper le métaverse dans une forme de société smart. Si on voulait le traduire comme on traduit habituellement smart, ça serait société intelligente. Ça voudrait dire qu'on quitterait une société non intelligente, pour pas dire un autre mot, vers une société intelligente et vers une société, on va dire, réactive. En tout cas, c'est pas spécialement, comme le disait Mathieu il y a quelques secondes, c'est quand même pas spécialement le sujet du CES qui, malgré tout, reste pour l'instant toujours un salon où on présente des propositions de valeur. Et derrière ces propositions de valeur, on ne nous fait pas par le menu, parce qu'il n'y a pas une règle qui impose aux industriels de nous faire par le menu quelle est la composition de la proposition de valeur en termes de carbone, en termes de recyclage, etc. etc. En tout cas, sur cette thématique de la Smart Society, voilà, je pense, un des exemples emblématiques de ce qui a été présenté, même si, encore une fois, pour moi, il est très à la marge de ce qui est véhiculé par les sociétés présentes au CES et habituellement présentes au CES. Sachant que c'est effectivement le projet le plus emblématique que tu viens de citer. Il y en a un autre qu'on avait trouvé chez Mitsubishi, qui pour autant, au-delà des communiqués de presse, en tout cas n'a pas trouvé d'écho en termes de démonstration et de façon aussi probante. Nous vous remercions pour ce partage. Je vous invite à présent à nous suivre tout au long du salon pour découvrir de nouvelles innovations technologiques. À demain!